Bonjour et bienvenue dans le club Le Figaro Culture consacré cette semaine à l'histoire et en particulier à l'histoire napoléonienne puisque nous avons l'immense joie de recevoir sur ce plateau le grand Jean Tullard de l'Institut qui vient de publier un ouvrage dont le titre dit tout de son ambition, Napoléon, vérité et légende. À ses côtés, un petit nouveau très prometteur dans la famille des historiens napoléoniens, Louis Sarkozy, qui s'est penché sur les lectures de l'empereur et son rapport au livre dans un essai stimulant publié aux éditions Passé Composé, Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres. À l'occasion des 80 ans de la capitulation allemande, nous évoquerons aussi avec Geoffroy Caillet les derniers jours du Troisième Reich qui font l'objet d'un numéro spécial du Figaro hors série dont il est le rédacteur en chef. Et puis en fin d'émission, si le temps le permet, les traditionnels coups de cœur des invités. Le club Le Figaro Culture spécial histoire avec Jean Tullard et Louis Sarkozy, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Jean Tullard, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et depuis 60 ans vous poursuivez vos travaux sur le consulat et sur l'Empire au point d'être devenu le maître des études napoléoniennes comme en témoignent les dizaines d'ouvrages que vous avez écrits ou dirigés. Le dernier en date dans la collection Vérité et légende dirigée par Emmanuel Hecht aux éditions Perrin. Vous répondez à 30 questions que l'on se pose parfois encore sur Napoléon et notamment les questions qui fâchent. Napoléon était-il esclavagiste? Était-il misogyne? Était-il antisémite? Était-il fauteur de guerre? Et bien d'autres, vous y répondez. Vous présidez aussi le comité scientifique du Figaro Histoire, ce qui fait que votre voisin, lorsqu'il vous croise, vous appelle Monsieur le Président. Geoffroy Caillet, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire et vous collaborez fréquemment au Figaro hors série, comme le dernier qui vient de paraître, intitulé La Chute, sur les derniers jours du Troisième Reich qui seront commémorés le 8 mai prochain, c'est-à-dire quelques jours après la commémoration de la mort de l'empereur, le 5 mai. Bonsoir Louis Sarkozy. Alors, on vous connaissait plutôt pour vos prestations sur LCI, vos interventions notamment sur la politique américaine. Vous êtes depuis quelques mois chroniqueur à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Et là, on vous découvre l'auteur de cette étude absolument passionnante aux éditions Passé Composé, Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres, une étude en français, puisque vous l'avez d'abord écrite en anglais, puisque vous avez grandi et étudié aux États-Unis, de l'âge de 10 ans jusqu'à il y a quelques mois, si je ne m'abuse. C'est ça. De telle sorte que j'ai envie de vous poser cette première question. Comment on s'intéresse à Napoléon Bonaparte en étant quasiment américain, en tout cas à l'âge où on commence à comprendre combien était grand l'empereur? Bah, écoutez, c'est une façon de se rapprocher de son pays d'origine et de vivre les choses que je n'ai pas pu vivre vivant ici. Je n'arpentais pas les champs de bataille napoléoniens dans ma jeunesse. Je les ai découverts à travers les livres. Et quand je découvre Napoléon, je dois avoir 16 ou 17 ans, je le découvre assez tard comparé à certains de mes contemporains. Et je me souvenais, comme on se souvient tous, de ce que j'avais étudié à l'école. On connaissait 2-3 éléments, on connaissait un petit peu près l'histoire, mais en fait, on ne se rend pas compte. Et pour vraiment perpétuer le paradoxe, c'est un Britannique qui me fait vraiment découvrir l'empereur, puisque c'est la biographie d'Andrew Roberts, qui a la gentillesse d'écrire ma préface. Et je lis cette chose-là, et c'est comme une immense claque, en fait. Je me rends compte que je ne savais rien de l'histoire, que je ne comprenais pas du tout l'immensité du personnage, mais de l'époque. Comme un ami me dit d'ailleurs, on a tout à fait le droit et même le devoir de souligner à quel point Bonaparte était exceptionnel, parce que c'est un astre, mais autour de lui tournent des planètes. Et des gens comme Talleyrand, comme Fouché, les esprits militaires comme Soult et Ney et Davout sont tout aussi exceptionnels. Il y a vraiment une génération en or qui arrive en France et en Europe à cette époque-là. Donc oui, vous avez parfaitement raison de le souligner, je le découvre de loin, mais avec autant de passion que si j'avais passé mon enfance ici. Et spontanément, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le personnage? C'est la conquête du pouvoir, c'est son côté militaire, ambitieux? Écoutez, c'est assez personnel comme question. Vous savez, j'ai la chance de donner des conférences à ce sujet et à chaque fois, il y a une mère de famille qui vient me voir ou un oncle qui me dit « Vous savez, j'ai un fils qui est complètement mordu par l'empereur et toutes les nationalités sur tous les continents. Il a vraiment ce centre gravitationnel qui aspire tout. » Alors pour moi, en toute honnêteté, je dois vous dire que c'est parce que l'homme est un mystère total. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui, on compte à peu près 1,5 livre écrit sur lui tous les jours depuis sa mort en 1821, la moitié écrit par Monsieur Tullard en face de moi. Non, mais c'est justement parce que
c'est un paradoxe immense, un homme capable d'une énergie folle et vers la fin d'une grande mollesse et d'une grande myopie, un homme capable d'une gentillesse considérable, notamment avec les enfants, aussi avec ses amis, avec sa famille, qui est le même, qui est responsable d'une immense férocité et parfois d'une froideur très désagréable. Je vous donne un exemple, mais il parle à Pierre-Simon de Laplace, qui était un de ses professeurs. Monsieur Laplace venait de perdre sa fille. Et sire, comment allez-vous? Très bien. Et vous, Pierre-Simon? Ah, ça va mal. Je viens de perdre ma fille. Mais vous êtes mathématicien. Mettez ça dans une équation, vous verrez que ça t'égale à 0. C'est une phrase extrêmement désagréable. Et pourtant, le même qui s'occupe de ses sœurs et de ses frères. L'homme, vraiment un mystère. Et puis, et je terminerai là-dessus parce que c'est le point le plus important, c'est la première phrase des Rois maudits de Maurice Druon. L'histoire est un roman qui fut. Et là, le roman est à peine croyable. Enfin, un homme qui vient quasiment de rien, alors pas vraiment de rien, de basse noblesse, mais quand même, qui avale le monde. Et puis, ironie des ironies, qui perd tout à la fin. Enfin, la trajectoire ascendante est aussi cataclysmique que la chute. Et tout ça, en 2 ou 3 décennies, enfin, c'est du jamais vu. On a du mal à le croire. D'ailleurs, si on écrivait le scénario de sa vie et on le donnerait à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, il dirait c'est exceptionnel, mais c'est un peu trop, il faut baisser un petit peu, c'est à peine croyable. C'est pour ça, en tout cas, que moi, j'ai vraiment... On va parler des romans après, parce que justement, votre étude porte sur son rapport à des traités de tactique, de stratégie, à des idées, à des livres politiques, mais aussi aux romans. Il aimait certains romans, certaines poésies. On va en parler. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 60 ans, les études napoléoniennes étaient quasiment devenues au niveau 0 en France? Et c'est Jean Tullard, ici présent, qui a relancé ça. Pratique des hautes études, il n'y avait comme historien de Napoléon qu'André Castelot, qui était un bon historien, mais anecdotique, qui ne faisait aucune recherche d'archives, et Henri Guillemin, qui vouait une haine mortelle, on ne sait pas pourquoi, à Napoléon, et qui publiait des... Tel fut Napoléon, avec des notes en bas de page, mais toutes les notes renvoyaient à des pamphlets. Alors évidemment, il ne restait plus rien de Napoléon. Et donc c'est pour ça qu'on a créé à l'École pratique des hautes études, à la demande de Michel Fleury, une direction d'études du Premier Empire pour relancer ces travaux. Et donc, ensuite, j'ai été élu quand la Sorbonne a éclaté à Paris 4. Et pendant une vingtaine d'années, j'ai essayé de diffuser la bonne parole sur Napoléon. J'en ai eu d'autant plus de mérite que, permettez-moi de le rappeler, c'est le sens de mon livre, Napoléon, l'image de Napoléon, a été faussée par 2 légendes. La légende dorée, qu'il a fabriquée lui-même, et la légende noire, qui a été fabriquée par ses adversaires. La légende dorée, elle naît d'emblée, dès la première campagne d'Italie. Bonaparte crée à ce moment-là des journaux, dont le Courrier de l'armée d'Italie, ou surtout le journal de Bonaparte et des hommes vertueux, ce qui est tout dire. Et des journaux qu'il écrit lui-même. Oui, et qu'il écrit lui-même. Et on lit Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. En réalité, la campagne d'Italie ne se déroule pas aussi bien qu'on le pense. Arcole, bon, ça a été difficile. Alors qu'Arcole, grâce au tableau de Gros, c'est quelque chose de sublime. Le pont d'Arcole, quand on dit le pont d'Arcole. Donc ça continue ensuite sous l'Empire avec les bulletins de la Grande Armée, qui racontent une belle histoire de la Grande Armée, et, en maquillant un peu les défaites, les désastres, etc. Et ça finit par le mémorial de Sainte-Hélène, qui est le chef-d'œuvre de la propagande, où Napoléon se présente, c'est Lascaz plus exactement, enfin Napoléon se présente en Prométhée enchaîné sur son rocher, en général admirablement victorieux par contraste avec le malheureux podagre de Louis XVIII, et puis l'homme qui a fait l'Europe, qui a favorisé tous les mouvements nationaux en Europe. Alors c'est vraiment une adresse. Comment ne pas admirer Napoléon? Et je comprends que vous l'ayez admiré si vous avez lu le mémorial, mais... De l'autre côté, il y a la légende noire. C'est-à-dire que dès 1815, Chateaubriand publie de Bonaparte et des Bourbons, d'un côté où il ne reste plus rien du tyran sanguinaire, etc. De l'autre, il y a Benjamin Constant, de l'esprit de conquête et de l'usurpation, où là encore, Napoléon est critiqué par les libéraux, et ces 2 courants vont se prolonger. Ils vont se prolonger, le courant Chateaubriand par Maurras, Léon Daudet et Bainville. Sauf pour l'art, sauf pour la gloire, il eût mieux valu que Napoléon n'ait pas existé. Oui. Donc d'un côté, vous avez l'aile droite, en quelque sorte, de l'opinion qui accable Napoléon, et puis de l'autre côté, vous avez la gauche avec Jaurès, et le dernier, en 2005, le président de la République, qui refuse de célébrer Austerlitz parce que, dit-il, Napoléon a rétabli l'esclavage. Enfin,
nous reparlerons peut-être de l'esclavage. Non, d'ailleurs... C'est un peu... L'image est un peu forcée. Mais enfin, bon. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Oui. Selon vous, quelles sont la légende noire qui reste la plus tenace et qu'on a du mal à évacuer encore aujourd'hui? Alors maintenant, c'est l'esclavage. C'est ça. Qui n'était pas ni Chateaubriand, ni Benjamin Constant ne se soucient de l'esclavage. Même Jaurès n'en parle pas. La critique marxiste, Soboul, Tersen, c'est un phénomène très nouveau, mais qui maintenant porte. Et qui donc fait que cette légende noire de Napoléon, elle est très forte. Je dirais même qu'elle est peut-être plus forte par moment que la légende dorée. Monsieur Francaillet, vous avez consulté les 2 livres de nos invités. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai appris dans le livre de Jean Tullard en particulier que la centralisation napoléonienne tellement vantée n'avait pas eu des résultats aussi bons que ceux qu'on a dit, même si les préfets étaient des hommes pour la plupart de très bon niveau, mais qu'en revanche, vous l'expliquez bien, moi ça m'a frappé, l'absence des corps intermédiaires qui avaient été ratiboisés par la Révolution, justement, ont manqué dans l'administration napoléonienne parce que les préfets se sont retrouvés accablés de travail. Ouais. Et que si on ajoute à ça la difficulté des communications, qui est encore ce qu'elle est dans l'Empire napoléonien, on se retrouve avec des résultats finalement assez incertains, alors qu'aujourd'hui, la centralisation napoléonienne est vantée par tous. En revanche, Napoléon, évidemment, n'a pas entièrement innové. Il s'est basé sur l'institution des intendants de l'Ancien Régime pour créer ses préfets. Et il a fallu du temps pour que tout ça se rôde. Et à la fin, le système est apparu comme efficace. Mais si on s'en tient vraiment aux 10 ans de l'Empire, le bilan de la centralisation n'est pas celui qu'on a forcément dit. Et dans votre livre, Louis Sarkozy, moi j'ai quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que vous ayez adopté cette... perspective chronologique où vous racontez la vie de Napoléon, c'est sa biographie dont il s'agit, et vous montrez à chaque fois de quelle façon les livres interviennent dans sa vie. Et donc on le suit du début jusqu'à la fin en compagnie de ses livres, et je me suis dit c'est exactement ce qu'il fallait faire, parce que comment est-ce qu'on aurait pu faire un plan thématique à partir des livres? On n'allait pas ranger les livres comme dans une bibliothèque par thème, vous en seriez jamais sorti. Et là on voit de quelle façon les livres l'accompagnent toujours, et moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est de vous constater à quel point finalement, les livres et l'écrit, c'est la façon que Napoléon a de nous rejoindre. Parce qu'il est impressionnant en tout ce en quoi il diffère de nous. Son génie militaire, son génie des hommes, tout ce que vous voulez. Et les livres, c'est au contraire ce qui rapproche de nous, parce que vous nous le décrivez enfant lisant énormément, au collège de Brienne lisant à nouveau et y trouvant un refuge dans sa solitude imposée. Et puis, à Sainte-Hélène, à l'île d'Elbe, oui, et ensuite à Sainte-Hélène, il devient le lecteur absolu, puisqu'il lit toute la journée. Et tout le temps qu'il va passer à Sainte-Hélène jusqu'à la fin, il va ne faire que lire. Et donc, la grande vertu des livres, et tous les philosophes nous le disent depuis 2500 ans, qui est que les livres sont très souvent nos meilleurs amis, nos meilleurs compagnons dans la vie. L'empereur en a fait l'expérience de façon magistrale avant nous, et dans votre livre, on se retrouve à son côté, alors que dans des pans entiers de l'histoire napoléonienne, par définition, on ne peut que se sentir mis de côté. Là, c'est vraiment la partie en quoi il est proche de nous. Je vous remercie pour ce magnifique résumé. En tout cas, c'est une des espérances du livre, une des missions, c'était montrer ce côté de son caractère, ce côté quasiment enfantin, innocent en tout cas. D'une façon qu'on ne le voit nulle part ailleurs. D'ailleurs, sur Sainte-Hélène, il me semble que c'est exactement 1 an jour pour jour après son arrivée. Donc il part d'Europe avec à peu près 400 ou 500 livres, pas plus, qui est bien sûr pour lui chroniquement insuffisant. Et il attend la livraison de livres qui arrive, qu'ils avaient commandé au Portugal. Et elle arrive 1 an jour pour jour, parce que l'histoire fait bien les choses, à Longwood House, sur Sainte-Hélène. Et il y a cette scène absolument surréaliste où l'empereur en robe de chambre se met à genoux avec un ciseau et un marteau pour ouvrir les boîtes lui-même. Alors on dit ça aujourd'hui, on ouvre tous nos colis Amazon, enfin, mais l'image, en tout cas pour ceux qui étaient autour de lui, est quasiment cataclysmique. Enfin, cette espèce de retour à l'humain, retour à l'enfant le matin de Noël. Et d'ailleurs, il est debout toute la nuit, et je pense que ces marchands qui rentrent dans la pièce le lendemain matin à 6 h du matin, et l'empereur lui dit « j'ai pas dormi ». Je les ai lus avec le pouce. Et d'ailleurs, il part dans une dépression assez sérieuse parce qu'il se rend compte que la majorité des livres qu'il a reçus, il les connaissait déjà. Donc il y a cette quête, cette soif, qui existait bien sûr dans le domaine de son règne et de ses armées où il avait besoin des livres. Mais il y a cet amour charnel, enfantin, purement émotionnel, qui est, et c'est ma petite thèse, je sais qu'elle est difficilement défendable, mais qu'on ne retrouve pas chez les monstres de l'histoire.
Un autoritaire assoiffé de sang ne fond pas en larmes en lisant La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, ne théorise pas sur les causes de l'amour de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. C'est pas du tout ça, le méchant, l'assoiffé de sang, l'esclavagiste, etc. Donc c'est vraiment ce côté humain que j'ai aussi voulu mettre en évidence, et je suis ravi qu'au moins avec vous, ça a marché. Oui, Jean Tullard. Oui, alors je voudrais dire que ce livre détruit l'une des légendes noires de Napoléon par rapport au livre. Quelle est l'image que nous avions de Napoléon avant votre livre? Napoléon est dans sa berline, il lit et il jette les livres par la portière. Oui, il est chez lui aux Tuileries, on lui apporte un livre, oh, oui, il jette au feu les livres. C'est-à-dire qu'il y a dans la légende noire de Napoléon précisément une image qui est de quelqu'un qui méprise le livre. Et non seulement qui méprise le livre, mais aussi qui persécute les écrivains. Ah ben alors ça c'est autre chose. C'est l'immense bah oui, mais c'est aussi nous n'exagérons rien quand même. Je le dis, la légende noire veut qu'il persécute les écrivains. Aucun n'a été guillotiné, tandis qu'André Gide... Quelques-uns ont été exilés, comme Madame de Staël. C'est la grande arnaque, par exemple, des critiques anglais, qui nous explique qu'il y avait effectivement un immense problème avec la persécution des écrivains, alors qu'il y avait plus de personnes en Angleterre à la même période en prison pour des délits d'opinion qu'il n'y avait en France. Donc, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on juge Napoléon même aujourd'hui sur un standard complètement différent que les autres. Anachronique. On l'appelle un tyran. Mais à ce niveau-là, donc toutes les monarchies d'Europe étaient donc tyranniques. On dit qu'il persécutait l'opinion publique, mais les délits d'opinion étaient tout aussi persécutés en Angleterre. On dit qu'il se fait couronner, mais toutes les têtes d'Europe étaient couronnées. On dit qu'il commençait des guerres. Est-ce qu'on doit refaire l'histoire du XVIIIe siècle et des guerres dynastiques, etc. Mais comme il est si particulier, si spécial, on le juge complètement différemment. Effectivement, c'est profondément injuste. Il y a une scène très, très émouvante que vous rappelez dans votre livre, c'est sa rencontre avec Goethe à Erfurt en 1808. Moment. Exceptionnel. Oui, c'est en 1807, à Tilsit, il me semble, qu'il le voit pour la première fois. Et Goethe est un de ses grands héros littéraires. Il avait lu Werther, les souffrances du jeune Werther. Il avait non seulement lu, mais parce que c'était pas seulement le lecteur comme nous pouvons l'être, c'est-à-dire amiable, petite relation avec les livres. Il théorisait, hein, il écrivait, il essayait de comprendre. Il comprenait pas toujours bien, mais il essayait profondément de comprendre. Et il avait beaucoup pensé et réfléchi à Werther, et il rencontre Goethe. Et d'ailleurs, je pense que c'est un intendant qui rentre dans la pièce, dans le bureau du gouverneur, de la maison du gouverneur d'Erfurt. Goethe rentre, Napoléon se lève et en style typiquement napoléonien, en fait l'attaque, se met à 8 cm de son visage. Mais quel âge avez-vous? Avez-vous des enfants? Mais vous êtes si bien conservé, que vous êtes beau. Enfin, une espèce de torrent de questions. Et ensuite, il parle de Werther, pardon. Et Goethe sort de l'entretien en disant que personne n'avait aussi bien compris Werther que Napoléon. Et pour quelque chose qui est un chef-d'œuvre de la littérature occidentale, qui a fait couler des kilomètres et des kilomètres d'encre, on se dit quand même que pour que Goethe reconnaisse ça, il y a une vraie pensée derrière. C'est pas le lecteur anodin. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passait avec sa relation avec la littérature, sa compréhension des choses. C'était vraiment un esprit intéressant. Mais surtout... Et Hegel dira, lorsqu'il entre dans Berlin, j'ai vu passer l'homme du monde à cheval. Hegel, bon, mais elle n'était pas comme Goethe, mais... Vous voyez, les écrivains de l'époque, et surtout les écrivains allemands, ont tous été fascinés par Napoléon. Oui. Napoléon, et ceux qui viennent juste après. Il y a une sorte de nostalgie. D'ailleurs, il y a cette phrase qui a beaucoup de vrai. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux de lire sur les grands hommes que de vivre sous eux. Et je pense que pour lui, c'est particulièrement vrai. Et quand on voit les générations suivies, il y a une fascination exercée sur les générations littéraires qui le suivent, enfin, ils ont l'impression d'avoir loupé la journée, quoique ils sont arrivés juste après le coucher du soleil. Et beaucoup d'entre eux avaient des pères. On voit ça dans Stendhal. Dans Stendhal notamment, qui étaient des soldats napoléoniens. Et donc non seulement il marque de son vivant, mais il marque aussi de l'après, malgré le développement de la légende noire, avec une puissance tout aussi développée. Alors ce que vous rappelez dans votre livre, c'est que vraiment Napoléon lit tous les genres de littérature. Est-ce que Jean Tullard et Louis Sarkozy, selon vous, il y a des livres qui ont vraiment été décisifs pour Napoléon, pour sa vie personnelle et même sa vie de conquérant? Oui. Il y a d'abord Rousseau. Oui. Il est profondément marqué par Rousseau. Ensuite, il évolue et il déclare qu'il ne veut plus entendre parler de Rousseau. Mais quel Rousseau? Le Rousseau de la Nouvelle Héloïse, le Rousseau des Confessions, surtout le Rousseau des essais sur l'inégalité. C'est surtout les essais qu'il a commentés. Et il défend la mémoire de Rousseau face aux attaques de certains écrivains. Oui. Donc Rousseau a été son maître. L'autre, qui est maintenant oublié, mais qui est important, c'est l'abbé Raynal. Oui. L'abbé Raynal, qui est l'adversaire, précisément, de la colonisation, l'adversaire
faire de l'esclavage, ce qui montre bien que Napoléon n'était pas du tout esclavagiste, après avoir été formé par l'abbé Raynal. Il participe même à un concours à l'Académie de Lyon, où il fait l'éloge de l'abbé Raynal. Donc Napoléon a lu un nombre important d'écrivains, Rousseau, Raynal, mais également, vous avez dit Goethe, il lit beaucoup. Alors il y a un détail que je voudrais signaler, mais c'est sur la fin de l'Empire. On l'oublie. Napoléon portait des lunettes. Il avait des lunettes. Au Conseil d'État, nous avons un témoignage où l'empereur a enlevé d'un geste brusque ses lunettes. Et il a laissé des lunettes un jour au Conseil d'État qui ont été récupérées et Amalric, qui est un grand ophtalmo d'Albi, a analysé la vision de Napoléon. Nous savons qu'il n'était pas myope, mais enfin il n'était pas très très loin, ce qui fait qu'on sait tout sur Napoléon. À l'heure actuelle, tout, même y compris sa vie intime, même les détails les plus douteux, enfin je ne l'évoquerai pas ici, on sait tout sur lui, et en même temps, vous voyez, il est victime d'images. On sait tout, mais il reste un mystère, vous nous dites, oui, Louis Sarkozy. Parce que l'homme est un paradoxe. Et puis, c'est un peu comme Rousseau, d'ailleurs. Je dois avouer que je ne suis pas le plus grand fan de Jean-Jacques personnellement, ayant été obligé de le conquérir aussi à cause de ce livre, d'ailleurs. Et ce n'étaient pas les années les plus agréables de ma vie, ou ni de la recherche de ce livre, d'ailleurs. Mais en fait, dans Rousseau, un peu comme Napoléon, parfois il y a une vraie consistance, parfois on trouve tout et son contraire. Chez Rousseau, c'est particulièrement marquant. Sur la relation de Napoléon avec Rousseau, vous avez parfaitement raison, bien évidemment. Il est fasciné au début, et ensuite le divorce est complet. Je veux dire, au tout début, il le copie. Parce que Napoléon était aussi un jeune écrivain, je le dis dans le livre, et il écrit des nouvelles et des petits romans de qualité très variable, en vérité assez médiocre, où c'est vraiment l'empreinte de Jean-Jacques Rousseau et d'autres écrivains comme Bernardin de Saint-Pierre est évident. Il y a un autre livre aussi que je pense est légèrement sous-estimé dans l'impact qu'il a eu, surtout sur le jeune Napoléon. Parce que je pense que si on demandait à tous nos téléspectateurs ici quel est le livre qui vous a le plus impacté, un bon nombre d'entre eux diront un livre dans ma jeunesse, parce que c'est vraiment là où l'esprit. Et Bonaparte, dans sa jeunesse, il y a un livre qui le domine, et c'est les vies parallèles de Plutarque. Bien sûr. Et ça, ça rentre parfaitement dans, si vous voulez, l'éducation historique de l'époque, celle que Brienne lui a inculquée. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas comme aujourd'hui une analyse scientifique de traités économiques de l'époque romaine, de stratégie militaire, de compréhension sociale. C'est pas du tout ça. À l'époque, l'histoire, il faut apprendre aux jeunes des exemples qu'ils doivent imiter dans leur vie en service du roi ou de telle cause. Des hommes vertueux. Et Plutarque, c'est l'homme parfait pour ça. Il dresse on appelle ça des biographies, mais ce n'est pas des biographies. D'ailleurs, Plutarque lui-même le dit que ce n'est pas des biographies, c'est des vies. D'Alexandre le Grand et de Jules César, des Scipions, de Romulus, etc. Que des grands personnages, un Romain et un Grec, racontés en parallèle et ensuite comparés. Et Plutarque nous dit, d'ailleurs il était assez sympathique comme caractère, puisqu'il dit leur guerre ne m'intéresse pas, les chiffres des blessés ou des morts ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est leur caractère. Quand on dînait avec eux, à quoi ça ressemblait ? Quand ils dormaient, et leurs rêves, etc. Tous les aspects qui donnent de la couleur en fait à ces personnages. Et bien sûr, la fibre connecteur de ce livre-là, c'est la grandeur, les hommes d'État, les grands conquérants, la nécessité d'être vertueux, d'avoir de l'ambition. Et Bonaparte tombe dans ce livre, il sera dans toutes les librairies impériales, dans toutes les librairies de campagne, dans toutes les bibliothèques, excusez-moi, de campagne et impériales, et ça ne le quittera jamais. Et j'argumente en tout cas que c'est vraiment ça, en tout cas, qui lui met la graine à l'esprit, l'envie de construire quelque chose et l'envie de copier ce qui deviendra ces deux immenses héros, Jules César et Alexandre le Grand. Et on voit leur empreinte partout, d'ailleurs, notamment en Égypte, entre autres. Alors je dois dire que dans votre livre, vous êtes un peu sévère pour les écrits de jeunesse de Bonaparte. Je les ai publiés, ça avait été publié par Frédéric Masson, je les ai repris dans une édition en 3 volumes avec un appareil critique, et je trouve qu'il y en a qui sont excellents. D'abord, le Masque prophète, je me rappelle que Borges le cite comme une référence. Borges, c'est pourtant un critique très sévère. Clisson et Eugénie, bon, c'est du Rousseau, c'est émouvant, c'est ce général qui a une charmante épouse, et puis il est au combat, il envoie son aide de camp pour qu'il est blessé, pour que son épouse le soigne, et puis il arrive la catastrophe, c'est-à-dire que l'épouse tombe amoureuse de l'aide de camp, et donc il ne reste plus au général qu'à mourir. C'est pas mal du tout comme récit. Alors je le lisais dans l'Amphi Guizot, quand je faisais mon cours. Je disais, mais voilà, alors je lisais ça,
il y avait un silence assez poli, mais ricanant. Et je dis, c'est le premier qui rit, je le colle. Donc, il y a ça. Et puis, dans les écrivains, en dehors du Masque prophète et de Clisson et Eugénie, ensuite, il va y avoir les grands bulletins de la Grande Armée, qu'il dicte lui-même. Mais dans ces œuvres de jeunesse, il y a surtout un récit qui m'a toujours touché, c'est sa rencontre avec une jeune prostituée. Oui. C'est un des textes les plus jolis qui a été écrit. Bonaparte est jeune officier, il est à Paris un peu perdu, et il est encore puceau, et il le laisse bien entendre, et il a envie de jeter sa gourme. Alors il va au Palais Royal. Il va au Palais Royal et là, il voit toutes ces prostituées qui sont là, énormes, insolentes, bruyantes, etc. Alors il éprouve un certain dégoût. Et puis, il aperçoit dans un coin une petite jeune fille, frêle, etc., qui est là, enfin, qui manifestement... Alors évidemment, il dit, c'était ma proie. Il se précipite sur elle, mais il n'ose pas lui dire on fait affaire. Non, il lui dit voilà, je mène une enquête, je voudrais savoir comment vous êtes devenu prostituée. Non, mais on parlait de Napoléon comme mystère. Quel jeune officier aujourd'hui irait voir une jeune prostituée et lui parlerait de son père? Vous vous rendez compte? L'homme est étrange quand même. Alors il l'interroge, alors il lui explique qu'elle elle avait rencontré un officier qui devait l'épouser, qui l'a défloré, et donc finalement elle s'est retrouvée à Paris. Alors il leur pose encore des questions et à un moment donné, elle dit écoutez, bon, ça suffit, allons chez vous, vous nous réchaufferons parce qu'il fait très froid, c'est l'hiver, et vous prendrez votre plaisir. Et ça s'achève là. Je trouve que cette chute, et vous prendrez votre plaisir, est extraordinaire. Nous nous chaufferons et vous prendrez votre plaisir. Donc il y a vraiment, dans sa jeunesse, un essai de plume. Alors bien entendu, ensuite ce sera les bulletins de la Grande Armée et surtout les proclamations. Ils font de Napoléon l'un des plus grands écrivains. Soldats, vous êtes nus, etc. Aucun n'avait eu avant, même César n'était pas allé aussi bien dans le genre de la proclamation. Oui, et puis c'est très intéressant d'ailleurs parce que, et vous avez raison, je suis peut-être un petit peu sévère, mais je dois dire qu'après avoir lu Rousseau pendant un an, l'imitation après me paraissait insupportable. Mais sur César, sur Sainte-Hélène, Napoléon écrit un petit traité qui vient d'être publié en anglais il y a 2 ou 3 ans, où il commente les guerres de Jules César. Et ça, pour tous les fans d'histoire militaire, c'est vraiment c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Commentaires des commentaires. Les commentaires des commentaires de Jules César, qui est tout à fait exceptionnel, parce que d'un côté, il y a vraiment l'esprit militaire, quasiment le génie de Napoléon, qui commande des choses qu'on ne remarquera pas, nous, pauvres mortels, et de l'autre, il y a cette arrogance napoléonienne toujours présente et assez amusante. César raconte dans les commentaires, par exemple, qu'il a mis 40 jours pour traverser le Rhin. Napoléon met une petite flèche, une parenthèse, en disant « moi, je l'ai fait en la moitié de temps ». On pose la question quand même de l'ego, de devoir constamment se comparer. Et sur les écrits, il y a aussi un qui est très intéressant parce qu'il participe directement à son avancée professionnelle, militaire, sociale, c'est le souper de Beaucaire, qui fait un travail immense pour sécuriser, ou plutôt pour prouver la loyauté envers la Révolution du jeune Bonaparte, et c'est peu de temps après qu'il récupère un poste à Toulon. Donc assez directement ici ses lectures et puis ses écrits, parce que comme tout jeune lecteur, il s'est dit c'est pas si dur, je peux le faire moi-même. Il écrit quelque chose et ça directement, ça mène à une avancée qui est vraiment tangible, contrairement au reste de ses récits. C'était d'écrire une histoire de la Corse dans sa jeunesse. Il dit à Paoli qui lui dit on n'écrit pas quand on est si jeune l'histoire de la Corse. Donc il le renvoie. Et c'est à partir de ce moment-là que se fait la rupture. Car il y a une vanité d'écrivaïsme. Probablement c'est à partir de là que déjà commence la rupture entre Bonaparte et Paoli. Alors il y a le Napoléon lecteur, le Napoléon auteur, et puis il y a le Napoléon aussi qui fait beaucoup pour les livres et pour les bibliothèques que vous évoquez beaucoup, Geoffroy. On voit que Napoléon, d'abord, a fait construire beaucoup de bibliothèques dans tous les châteaux où il s'est installé, et puis ces fameuses bibliothèques ambulantes qui l'emmenaient en campagne. Oui, les bibliothèques ambulantes, c'est ce qu'il y a de plus fascinant dans ce que vous racontez dans votre livre. Partout où il est, en campagne, il y a des livres qui l'accompagnent. Et alors, il y a un épisode qui est très caractéristique, c'est le retour de la campagne de Russie. Vous expliquez qu'il se défait de ses livres au fur et à mesure.
parce qu'il ne peut pas rentrer avec, et voilà, et puis il ne veut pas se faire prendre non plus avec tous ses livres si la catastrophe devait survenir. Ce qui laisse penser effectivement qu'il y a quelques moujiks ou cosaques ou je ne sais qui, russes contemporains, qui ont conservé des livres trouvés dans la neige et qui peut-être aujourd'hui garnissent des étages de bibliothèques en Russie. Effectivement, on a un très bon aperçu des bibliothèques de Napoléon quand on va à la Malmaison, qui est un endroit absolument charmant. Et la bibliothèque a quelque chose à la fois de majestueux et d'intime, qui renvoie bien à qui nous donne une idée assez précise, je pense, de ce Napoléon bibliophile. Donc finalement, on découvre que c'est à travers les livres que peut-être sa part sentimentale s'est le plus exprimée. Parce que si on écrit l'histoire du règne à partir des sources militaires, l'être de sentiment chez Napoléon n'est pas forcément évident. Mais si on l'aborde sous l'angle des livres, c'est un tout autre personnage qui apparaît. Quand on a lu 2 fois à 9 ans la nouvelle Héloïse, et qu'on tire surtout, c'est ça qui est très intéressant, on tire de ses lectures. Il ne lit pas pour acquérir un vernis social, ce qui malheureusement c'est peut-être le cas aujourd'hui, dans une époque qui connaît une certaine désaffection pour la lecture. Il lit les livres pour grandir et pour en tirer quelque chose. Et il l'applique ensuite. Les stratèges et les tacticiens lui fournissent en partie la matière de son génie militaire, en tout cas lui permettent de progresser dans cette matière, etc. Et pour ses réflexions morales, c'est la même chose. Plutarque a été, vous l'avez dit, très important pour lui. Et c'est là où on découvre un tout autre être, finalement, qui est ni le Napoléon du Code civil, ni le Napoléon d'Austerlitz, ni même le Napoléon de c'est un Napoléon humaniste, en fait. Oui, c'est une autre mission de ce livre. On connaît tous quelqu'un qui nous dit « Ah, moi, j'aimerais plus lire, mais j'ai pas le temps. » Alors, la vie de Napoléon Bonaparte enterre cette excuse à jamais. Lui qui menait les armées en personne, qui réformait chaque aspect de son royaume et de son empire. Bien sûr, si lui avait le temps de lire et de lire à tel point, on a tous plus le temps de lire et de lire. Il dort très peu, n'oubliez pas qu'il dort très peu. C'est ça sa caractéristique. Et il peut s'endormir à tout moment, pendant 2 heures, 3 heures, puis se réveiller, mais à n'importe où. Par exemple, dans notre émission, tout à coup, il décide de s'endormir parce qu'il trouve l'émission ennuyeuse, il s'endort. Et vous annoncez la fin de l'émission, il se réveille. C'est frais comme un gardon. Je préférerais l'inverse, mais... La maîtrise du sommeil est une chose très importante pour un homme d'État, effectivement. Alors, pour terminer sur Sainte-Hélène, vous dites qu'à la fin, Sainte-Hélène, il ne lit plus que des livres sur lui-même, d'une certaine manière, ce qui rajoute à son ego. Mais il faut clore peut-être l'affaire du mémorial de Sainte-Hélène. Qui est-ce qui est de Napoléon dans le mémorial de Sainte-Hélène? Il y a eu un colloque il y a 2 ans, je crois que vous y avez assisté, Louis Sarkozy, avec la Fondation Napoléon, que vous avez ouvert, Jean Tullard, sur le bicentenaire de la parution du mémorial de Sainte-Hélène. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce mémorial? Quel est le pourcentage de vérité et d'imagination de Lascaz dans cet ouvrage? Dans ces 8 volumes, je crois. Le mémorial de Sainte-Hélène, c'est le livre par excellence de la légende Napoléon. Et tous les romantiques ont lu le mémorial de Sainte-Hélène avec une passion, un délire, littéralement, qu'il s'agit de Hugo, de Dumas, de Stendhal, bref, de Vigny, tous. C'est le grand livre. C'est un livre qui, je le rappelle, décrit la captivité de Napoléon en montrant les humiliations qu'il subit avec courage. C'est un livre qui donne la parole à Napoléon, qui rappelle ses campagnes, puisqu'il les raconte. Et puis, c'est un livre qui donne la parole à Napoléon sur la situation de l'Europe au moment où il est prisonnier à Sainte-Hélène. Alors, tous les publics ont été enthousiasmés, sauf bien entendu les monarchistes, tous les publics étaient enthousiasmés, et la révolution de 1830 se fait au cri de « Vive Napoléon ». Stendhal l'entend, et Stendhal le dit, c'est l'influence du mémorial. Alors, ce mémorial, il n'est pas signé par Napoléon. Il est signé par Lascaz, qui était un chambellan de Napoléon, qui est par les couramment anglais, il a suivi Napoléon à Sainte-Hélène parce qu'il avait vécu en Angleterre, et donc il accompagne Napoléon, et il est le secrétaire de Napoléon. Napoléon lui parle. Tous les jours, il lui parle, et donc Lascaz note ce qu'il dit. Bon. Et puis, Lascaz, il est venu là, à Sainte-Hélène, il y a un doute. Est-ce qu'il est venu là par fidélité à Napoléon? Ce n'était pas l'un des proches. Il y en avait d'autres qui voulaient venir et qui n'ont pas pu. Bon, il s'est débrouillé pour être là, mais au bout d'un certain temps, son livre est fait. Car on devine que tout à coup, il prend des notes, donc il y a un livre qui se fait, et donc il s'arrange, dit-on, pour se faire expulser. Il s'arrange, c'est assez douteux, et pour se faire expulser
de Sainte-Hélène. Il se fait expulser et donc arrivé en Europe, il va publier en 1823 seulement le Mémorial de Sainte-Hélène, le livre sous son nom qui raconte la captivité de Napoléon et qui rapporte tous les propos de Napoléon. Bien, ce livre, les Anglais savaient qu'il l'écrivait. Et donc, au moment où il quitte Sainte-Hélène, son manuscrit est confisqué. Son manuscrit est confisqué et donc il repart sans le manuscrit, mais bien entendu, il va le reconstituer très rapidement. Et donc, en 1823, il publie le Mémorial de Sainte-Hélène qu'il a lui-même écrit. Il a lui-même écrit les propos de Napoléon. Est-ce qu'il les rapporte bien ou est-ce qu'il les a inventés? Il y a eu toujours un doute. Personnellement, j'ai été de ceux, vous savez, j'ai des esprits très critiques d'ailleurs, j'ai publié l'une des éditions du Mémorial il y a très longtemps, dans les toutes premières, au Seuil, un chef-d'œuvre de propagande, où j'émettais des doutes sur Lascaux. C'est très beau, c'est formidable quand vous lisez le Mémorial de Sainte-Hélène, il voit tout ce qui va se passer. La Révolution de 1830, elle est là. Les mouvements populaires, les mouvements de nationalité, tout ça, c'est dedans. Oh, si, quand même, Napoléon, il était fort. Vraiment, il a vu tout ça. Il aurait pu s'en souvenir quand il était au pouvoir. Donc, et voilà, bon, personnellement, je mettais des doutes. Et voilà qu'il n'y a pas très longtemps, un chercheur de la Fondation Napoléon trouve en Angleterre le manuscrit, le fameux manuscrit de Napoléon qui avait été saisi, enfin de Lascaux, pardonnez-moi, qui avait été saisi par les Anglais. Il l'a. Et il le publie. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce manuscrit? Il n'y a pas du tout les grandes proclamations sur le triomphe des idées révolutionnaires. Il y a des pages magnifiques sur la Révolution française, dont il se fait le champion, etc. Tout ça, ça n'y est pas. Alors, est-ce que Lascaux s'était censuré, sachant qu'on risquait de s'emparer de son manuscrit, car ils étaient très surveillés. N'oubliez pas que Bertrand, qui tient aussi son journal, Bertrand est un journal crypté. Il a fallu le décrypter. D'ailleurs, lorsque Fleuriot de Langle l'a fait, avec des erreurs de lecture épouvantables, mais ce n'était pas très commode. Donc, tous savaient qu'ils étaient épiés. Et est-ce que Lascaux n'a pas à conserver les paroles admirables de Napoléon sur la Révolution, sur les mouvements d'indépendance des peuples, etc. Est-ce qu'il les a gardés, sachant qu'il restait censuré par les Anglais, est-ce qu'il les a gardés pour lui et ils ne sont pas dans le manuscrit? Ou est-ce que Lascaux les a inventés dans un souci de propagande? Il s'agit de relancer, avec le Mémorial de Sainte-Hélène, le mouvement bonapartiste qui renaît. La légende napoléonienne va repartir. Elle était morte, la légende napoléonienne. C'était Chateaubriand, Benjamin Constant, bravo. Et il n'y avait plus de légende napoléonienne. C'était le Néron corse, c'était le tyran, le mangeur, l'ogre des conscrits, etc. Et donc, ça repart. Alors, est-ce que c'est Napoléon qui parle réellement dans le Mémorial ou est-ce que c'est Lascaux qui a forgé? C'est un problème. Vous voyez, si j'ai fait ce livre, Vérité et les gens autour de Napoléon, c'est qu'il est extrêmement difficile de saisir Napoléon parce que constamment, il y a une légende qui se greffe sur lui et finalement, bon, on ne sait pas toujours où est la vérité. J'ai forcé de faire parce que ça va continuer. L'empoisonnement de Napoléon est né. Napoléon est-il aux Invalides? Ah, est-ce que vous allez aller aux Invalides? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y est? Il y a des historiens qui ont dit, mais non, il n'y est pas, regardez, avec des preuves, etc. Et n'oubliez pas, ce qui était formidable, c'est que la grand-mère de Sean Connery emmenait son petit-fils à Westminster. Elle l'emmenait à Westminster. Et là, tout à coup, elle s'arrêtait sur une dalle, elle tapait du pied sur cette dalle, et elle disait à Sean Connery, tu vois, mon petit, c'est là
qu'est enterré Napoléon. Et quand je raconte ça, je dis, de tout ce que j'ai pu écrire, etc., la seule chose dont je suis sûr et certain, c'est que la grand-mère de Sean Connery était gâteuse. Vérité légende, Jean Tullard, aux éditions Perrin, Louis Sarkozy, Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres, aux éditions Passé Composé. Vous restez avec nous. Geoffroy, sans transition, nous allons parler non plus de Napoléon, mais d'Adolf Hitler. Je dis bien sans transition, puisque c'est le sujet évidemment du dernier hors-série du Figaro, à l'occasion du 80e anniversaire. Je me permets de vous interrompre. Oui. La transition est fournie. Je fais de la publicité pour mon livre. Dans mon livre, nous comparons Hitler, où on a toujours comparé. La transition est formidable. Vous êtes parfaitement là. On a comparé constamment Hitler et Napoléon. Et donc, je mets fin à cette légende, parce que, vous savez, quand... je vous coupe la parole, ensuite je vous la rends. Quand Hitler... il n'est même pas pris encore. Il va s'incliner sur les Invalides. Et donc, on dit, vous voyez, Hitler admirait Napoléon. Je vous laisse dire la vraie raison pour laquelle il était aux Invalides. Non, là, on parle plutôt de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. D'ailleurs, j'imagine que les Américains, je ne sais pas s'ils célèbrent de la même façon le 8 mai que début septembre, avec la vraie fin de la guerre pour eux, avec la fin du conflit au Japon. Donc, ce hors-série, la chute... Oui, on a voulu revenir un peu sur les 10 derniers mois de la guerre, parce que finalement, et c'est un tropisme effectivement français bien compréhensible, d'avoir cru que tout allait être réglé par la bataille de Normandie après le débarquement. Et évidemment, on le sait, mais ça fait du bien à 80 ans de distance de revenir dessus, que les 10 derniers mois de la guerre ont été... Il a fallu ces 10 mois pour en venir à la chute du régime nazi, au suicide d'Hitler le 30 avril justement aujourd'hui. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de revoir en montrant la différence des points de vue. Déjà la différence des points de vue entre les Alliés, et puis évidemment la part de l'Allemagne nazie. Du côté des Alliés, évidemment, il y a eu un accord de conclu au travers des différentes conférences, à commencer par celle de Téhéran en 1943, au terme desquelles, évidemment, la fin de l'Empire allemand devait être le fruit d'une prise en tenaille, finalement, par les Occidentaux, américains en tête, américains et britanniques en tête, et à l'Est, évidemment, les Soviétiques. Et on s'est longtemps interrogé, et c'est vrai que ça reste un sujet assez étonnant, sur l'attitude de Roosevelt, qui a quand même très largement favorisé Staline, Eisenhower également. Et alors c'est très étonnant, parce qu'en septembre 1944, Eisenhower explique que ça ne sera plus qu'une question de semaines, et qu'avant Noël, tout serait réglé. Il a laissé en réalité les coudées franches à Staline pour arriver à Berlin en vertu de leurs accords avant les alliés britanniques et américains. Et rétrospectivement, Eisenhower a dit qu'il avait fait preuve d'une certaine naïveté vis-à-vis de Staline. Et c'est difficilement audible dans la mesure où, dès la conférence de Téhéran fin 1943, le principe d'un partage entre l'Est et l'Ouest était acté finalement entre les puissances alliées. Surtout à Moscou en octobre 1944, avant même Yalta. Et à Moscou, exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Et alors, Roosevelt a été exactement sur la même ligne. Roosevelt n'a pas vécu assez longtemps pour donner son point de vue rétrospectif, mais Churchill, il en a beaucoup voulu, justement, de cette préférence donnée à Staline. Et alors, du côté des Soviétiques, justement, les Soviétiques, eux, étaient hantés par l'idée que les Alliés allaient nouer des accords secrets avec Hitler au dernier moment, pour obtenir une reddition de laquelle ils seraient entièrement exclus. Donc c'est un peu ce feuilleton qui a été traversé par des quantités d'événements, la bataille de Normandie bien sûr, mais toute l'avancée des Soviétiques dans les Balkans, dans les pays baltes, la Pologne évidemment, la bataille des Ardennes en décembre et janvier 1945, et puis on arrive petit à petit, pendant que l'armée soviétique avance à marche forcée sur Berlin, puisque le but est d'arriver évidemment avant les Alliés, même si les jeux sont faits d'avance et les choses sont convenues, et alors depuis le 16 janvier, Hitler est terré dans son bunker. Alors justement, les derniers jours d'Hitler, c'est un petit peu comme Napoléon, il y a beaucoup de vérités et légendes sur les dernières heures d'Hitler et sur son suicide. Vous faites le point là-dessus, j'imagine? Oui, on revient un peu en détail déjà sur ce qui s'est passé dans ce bunker. Je le disais, il y est enfermé depuis le 16 janvier. Et alors c'est très paradoxal, parce que sur le papier, l'Allemagne, sur le plan militaire, est quasiment morte depuis 1943. C'est-à-dire qu'en 1943, les Alliés lui ont porté des coups fatals et Hitler paye le fruit de cette retournée contre l'Union soviétique en 1941. Et à partir de ce moment-là, alors que la situation militaire semble absolument inéluctable, Hitler
reste, en tout cas il est encore dans cet état d'esprit en janvier, dans l'idée que peut-être les choses vont se retourner. Et alors au mois d'avril, quand on arrive vraiment dans les dernières zones du bunker, il se dit que les jeux sont faits, mais il faut absolument, évidemment, échapper. Il faut que son corps lui-même, s'il doit mourir, échappe entièrement aux Alliés. Et donc, il met en place toute une sorte de chronologie de ces derniers instants, jusqu'au bûcher funèbre qui sera allumé le 30 avril pour brûler son corps, de façon à pouvoir régler au mieux son sort, celui de sa femme Eva Braun, puisqu'il l'épouse le 28, et puis du Reich. Et alors le 28, le jour de son mariage avec Eva Braun, il nomme Dönitz l'amiral président du Reich, Goebbels devient chancelier, et Bormann devient ministre du parti, et donc il continue à ordonner une sorte de suite du Troisième Reich, dont il sait pertinemment qu'il ne veut pas lui survivre. Et donc jusqu'au dernier moment, on est vraiment dans un moment qui aurait passionné Visconti, et qu'il a traité à sa façon, en tout cas dans un autre aspect antérieur du Troisième Reich dans les damnés. Il y a une sorte de jeu de dupe qu'il met en scène jusqu'à ces derniers instants. Il décore Magda Goebbels de l'insigne d'or du parti. Alors Magda Goebbels est très, très émue. 3 jours après, c'est elle qui se suicide avec son mari et ses enfants. Et puis il faut dire que le mois d'avril a été riche en émotions. Roosevelt est mort le 12. Hitler a le temps de se réjouir de sa mort le 13 dans son bunker. Le bunker, c'est 30 pièces sur 2 niveaux. Donc il faut imaginer une sorte de ville dans Berlin, sous les jardins de la chancellerie du Reich. Le 28 avril, c'est Mussolini qui est exécuté. Je pense qu'Hitler ne l'a pas su, c'est le jour de son mariage. Et le 30, il se suicide avec Eva Braun, fermé le banc, leurs corps sont brûlés dans les jardins de la chancellerie. Et pendant ce temps-là, 1,2 million d'obus sont tombés sur Berlin. On est dans un champ de ruines total. Tous les éléments d'une mauvaise tragédie, on pourrait dire, sont là. Avec la musique de Wagner, tant qu'à faire. La chute, Figaro, hors série, en vente toujours en ce moment, avec des textes d'Henri Amouroux, d'Henri Christian Giraud, de Jean Sévilla, de l'historien britannique Kislow, de Jean-Louis Thierriot, notamment sur les derniers jours d'Hitler. Et d'Éric Branca qui a publié un très beau Les 300 jours, qui est l'histoire de ces 10 derniers mois. Absolument. Il nous reste quelques minutes pour aborder avec vous vos coups de cœur. On va commencer avec vous, Louis Sarkozy, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que vous aimeriez faire connaître? Avec grand plaisir. Et je sors un peu de notre registre européen pour vous recommander un livre écrit dans les années 30 ou 40 par un homme tout à fait remarquable qui s'appelle Eiji Yoshikawa, qui a beaucoup écrit sur la période du 16e, 17e siècle japonais. Il écrit un roman, il me semble que c'est 987 ou 988 pages, qui s'appelle Musashi, sur un vrai samouraï qui a existé au XVIIe siècle, un homme d'une sagesse et d'une férocité et aussi d'une bonté absolument monumentale, 62 combats individuels à la mort, 62 victoires, et qui marie avec cette férocité, comme je vous le disais, une vraie bonté. Et ce livre est basé sur tout ce qu'on sait de Musashi, c'est-à-dire qu'en gros c'est vrai, mais comme on n'a pas énormément de sources, ensuite Yoshikawa rajoute. Et le livre est tout à fait remarquable pour une raison simple, c'est parce que c'est 988 pages, et de la première page on est mis au courant d'un événement qui va se passer, qui se passe dans le dernier paragraphe de la dernière page. Et le truc se finit. Et on est là, on a passé 3 mois avec le caractère. Alors vous savez, moi je vous partage une petite anecdote personnelle, mais il me restait 60 pages. Alors j'ai commandé un set de saké traditionnel, qui a mis 3 semaines à arriver. Et j'ai attendu un coucher de soleil relativement romantique. J'ai dit à ma femme que j'aime de tout mon cœur, ne me parle pas pendant la prochaine heure. Et je me suis mis dehors avec le petit chant des oiseaux et j'ai lu les 60 dernières pages. Et le fameux duel, c'est un duel, je vous le dis, sans vous dire comment il finit, de Musashi, sur la dernière page de ce livre. Et c'était... Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un voyage au Japon médiéval, c'est le Japon médiéval dans sa main, quoi. C'est exceptionnel comme livre et Musashi, en vérité, est un peu le guerrier philosophe à la stoïque du monde occidental, avec tout le charme asiatique. Et ça, je le maintiendrai jusqu'à ma mort, c'est l'image du masculinisme parfait, Musashi. Parce que, et c'est la thèse du psychologue Jordan Peterson qui montre, je pense, il est très convaincant que la faiblesse n'est pas une moralité. Que la vraie moralité, c'est quelqu'un qui est capable de faire un mal fou, mais qui ne le fait pas, qui garde l'épée rangée.
il a une grande épée, mais il la garde rangée. Au contraire des faibles, et je pense surtout à une certaine gauche qui pourrait argumenter cela, qui en fait se fait passer comme imposteur pour une moralité. Et Musashi, c'est vraiment ça. C'est l'homme qui est capable d'infliger une douleur monumentale et qui ne le fait que quand c'est absolument nécessaire. Et qui marie ça avec une grande sagesse. Et d'ailleurs, Musashi est aussi l'écrivain, le vrai écrivain, du livre des 5 anneaux, qui est encore aujourd'hui, tous les ans, sur la liste des best-sellers du New York Times, et très prisé par les chefs d'entreprise, les chefs d'État. Donc c'est un homme tout à fait remarquable dans un roman, je dirais, semi-fictif, aussi tout à fait remarquable. Et qui est sorti aux éditions J'ai lu en poche, donc on peut tout à fait se procurer en 2 tomes, La pierre et le sabre et La parfaite lumière. On se rapproche un peu de Napoléon avec vous, mais plutôt le neveu. Napoléon III. Voilà, le neveu. Non, l'autre soir, je révélais à un petit-fils qui aime les westerns, le film de Robert Aldrich, Veracruz. Dans Veracruz, ce sont des aventuriers américains qui, à la fin de la guerre de sécession, ils sont 2, Gary Cooper et Burt Lancaster, ce qui n'est pas rien, qui se transportent au Mexique. Pourquoi? Parce que c'est l'époque où Maximilien vient d'être installé et où il y a Juarez qui s'oppose à lui, donc il y a la possibilité de refaire fortune, de trouver des jobs. Et donc ils se font embaucher pour accompagner un carrosse qui contient effectivement de l'argent qu'on va embarquer à Veracruz pour le continent, pour mettre à l'abri certains trésors. Et il y a dans ce film un plan sublime, qui pour moi est peut-être l'un des plus beaux plans du cinéma. Vous avez dans ce convoi, d'une part, les lanciers du Second Empire, qui encadrent le carrosse avec leurs lances, leurs casques, etc. Derrière, les cow-boys, Gary Cooper et Burt Lancaster, un contraste parfait. Et ils longent, car ça c'est le génie d'Aldrich, ils longent les pyramides aztèques. D'un seul coup, vous avez 3 civilisations réunies. Le Second Empire, la guerre de sécession et l'Empire aztèque. C'est l'un des plus beaux plans. Aldrich est un de mes réalisateurs préférés. J'ai eu l'honneur de l'accueillir quand j'étais au conseil d'administration de la Cinémathèque. C'est après Wells celui que j'admire le plus. Bien entendu, Wells restant le maître. Et puisque nous avons parlé de biographie, je rappellerai que Citizen Kane est le film qui m'a toujours découragé, en principe, d'écrire une biographie, puisque vous le savez, c'est une enquête sur un personnage, Kane, dont on veut savoir pourquoi son dernier mot était Rosebud. Donc l'enquête va se dérouler en commençant par une porte qui s'ouvre avec no trespassing et qui se referme no trespassing. On ne saura jamais, sauf par une concession du metteur en scène, pourquoi Kane a prononcé ce nom de Rosebud. Jamais vous ne pouvez saisir le secret d'un personnage historique. Nous écrivons des livres, j'en ai écrit sur Talleyrand, sur Fouché, moi aussi, sur d'autres, Fievé et d'autres, mais je suis convaincu que jamais je n'ai saisi véritablement le Rosebud de ces personnages. Merci beaucoup Jean Tullard. Veracruz avec Charles Bronson qui est sous son nom lituanien à l'époque, il joue de l'harmonica déjà un peu comme dans les futurs Western Spaghetti. Geoffroy, 2 minutes pour nous parler de votre coup de cœur. Oui, l'exposition Le Dernier Sacre au Mobilier National, Galerie des Gobelins. C'est une exposition consacrée à celui qui a voulu faire comme si Napoléon n'existait pas. Et avant lui, la Révolution, ça lui a coûté son trône. C'est une exposition absolument exceptionnelle. D'abord parce que la restauration, c'est bien de Charles X que je parlais, la restauration est peut-être un sommet des arts décoratifs français. Et l'exposition lui rend vraiment hommage à ce moment-là. Et le sac de Charles X, le 29 mai 1825 à Reims, a été le moment de la démonstration de ce sommet. Vous avez le manteau du sacre, 5 mètres de velours de soie extraordinaire, des dais dans tous les sens, la couronne, des régalias extraordinaires. Et puis l'exposition montre très bien, et ça c'est le plus intéressant probablement, à quel point Charles X a été l'anti-Guépard. Il voulait absolument que rien n'ait changé et que tout reste comme avant. Et c'est pas comme ça que ça marchait. Et il y a quelque chose de finalement assez singulier parce qu'on peut y voir finalement l'expression d'un rêve dans cette exposition. Il a voulu faire en apparence comme justement si rien n'avait changé. Et quand on regarde dans le détail la cérémonie du sacre, en réalité, il avait tenu compte de beaucoup de choses. Il avait raccourci la cérémonie. Il savait très bien qu'on ne pouvait pas faire comme 50 ans plus tôt pour le sacre de son frère Louis XVI. Et jusque sur le manteau de sacre, il y avait des éléments, des paillettes estampées dorées, qui étaient l'œuvre non pas du savoir-faire traditionnel, mais de la révolution industrielle qui était à l'œuvre en France. Et donc, en réalité, quand on scrute ce sacre, ce que permet très bien de faire cette magnifique exposition, on se rend compte que même s'il a affecté de
d'avoir fait comme si rien n'avait changé. Il avait tenu compte de quantité de choses. Malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi. Et 5 ans, qu'est-ce que c'est que 5 ans? Un petit quinquennat plus tard, il était chassé du trône. Mais voilà, l'exposition permet de revivre ce moment tout à fait singulier d'une monarchie constitutionnelle ratée dans une débauche de décor qui fait honneur au génie français. Une exposition qui a lieu jusqu'au 20 juillet au Gobelin. Stéphane Bern était venu en parler dans Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Il me reste à vous remercier tous les trois. Louis Sarkozy, je rappelle votre ouvrage L'Empire des livres, publié aux éditions Passé Composé. Jean Tullard, Napoléon, Vérité et légende chez Perrin. Merci aussi Geoffroy Caillet et ce hors-série La Chute consacré aux derniers jours du Troisième Reich. La semaine prochaine, on parlera encore de livres puisque nous serons avec Sylvain Tesson qui vient de publier un nouveau récit d'aventure, Les piliers de la mer, aux éditions Albin Michel. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.